OK. Alors, encore une dernière capsule avant de se lancer dans les exercices comme tel de la démonstration. Je pense que ça va nous permettre de faire le point sur tout ce que vous avez vu. Vous avez accumulé beaucoup d'informations et ça va aussi nous permettre d'aller plus directement au cœur des résultats quand on va faire les exercices du TP. J'hésite toujours là à j'aime pas ça faire des tours de magie, donc je veux tout démontrer, pas tout démontrer, mais au moins que les idées qui sont sous-jacentes à ce qu'on fait au raisonnement, ça soit clair. Donc en fait, aujourd'hui, ça va s'intituler peut-être récapitulation de notre dictionnaire de traduction. Donc, on a en fait, si vous voulez, deux langages. Donc, d'un côté, on a le langage du calcul et de l'autre côté, on a le langage des formes différentielles. Et là, ce que j'ai en tête en particulier, c'est le numéro 5 de votre devoir, où vous avez traduit différents énoncés qu'on avait vus dans le langage du calcul, donc le théorème de Green, théorème de la divergence, théorème de Stokes, et on l'a traduit avec les formes. Et donc aussi là-dedans, il y avait la notion qu'on a vue au dernier TP d'intégrer une forme différentielle. Donc la notion d'intégrale, c'est une notion qui est propre au calcul. Maintenant, on veut traduire cette notion-là dans les formes, donc les intégrales avec les formes différentielles. Et dans le fond, ce que je vais faire, ça va juste être de récapituler toutes les différentes formes de traduction ou d'analogie entre le calcul, le monde du calcul et le monde des formes différentielles. Et c'est cela. Donc, allons-y. En fait, encore une fois, là, ce que je fais, là, je suis en train de suivre un petit chapitre de ce livre-là ici. Donc, je vois pas ma webcam en ce moment, je sais pas à quel point c'est clair, mais c'est le livre Geometric Approach to Differential Forms de Bachmann que j'aime bien. Donc, la première chose à faire, c'est que si on se donne une forme, un champ vectoriel, F, et je vais noter, je vais utiliser finalement, là, je sais qu'au début je disais que j'aimais pas ça, ça va peut-être rendre les choses plus évidentes si finalement j'utilise cette notation-là. Je vais quand même mettre la mienne au début de la session. Souvent je préférais juste noter sous forme de vecteur, là, comme ça. C'est la même chose. Donc on se donne un champ vectoriel. Peut-être préciser ici. Et là, la première chose qu'on peut faire, en fait, il y a deux choses qu'on peut faire. Et c'est vraiment un choix, donc il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. On peut, si on veut le traduire en forme, on pourrait lui associer par exemple F1 dx plus F2 dy plus F3 dz. Ça, c'est une forme. Donc tout ça ici, c'est une forme. Puis on va assumer là, dans le contexte qu'on est sur R3. Là, on peut aussi dire, je vais lui associer cette forme-là ici. Donc à ce moment-là, on appelle ça, laissez-moi voir, ouais, c'est ça, donc F1, c'est celle-là ici qui est un peu bizarre. En fait, on a travaillé avec la dualité de Hodge, là, donc c'est le moins qui apparaît là, essentiellement ici. Donc dz, en fait, c'est que lui ici, quand on fait notre dualité, il est envoyé sur dx, parce que si on wedge avec dx, puis on envoie le dx là, on obtient la forme volume. Donc ça, on a déjà vu ça, donc c'est ça qui se passe ici. En fait, ça ici, là, c'est dual. C'est juste le dual de celui-là. Donc il y a un isomorphisme entre une forme sur R3 et les deux formes. Donc c'est ça, c'est l'isomorphisme qu'on est en train d'utiliser là, implicitement. Et ici, dz, son isomorphisme par le dual de Hodge, ça va être évidemment dx
Des Y, parce qu'on le wedge avec. Des Z, ça nous fait la forme volume. Mais ça, c'est pas tant l'objet du cours la mini capsule que je suis en train de faire. Donc ça, c'est une des formes. Oups, on a perdu notre parenthèse ici. Donc, une des formes. Donc, on peut faire un de ces deux choix-là. Et on va leur donner des noms pour les traîner. Donc, ces noms-là, je ne vais pas les utiliser quand je vais faire les démos parce que je ne veux pas forcer les gens à écouter cette capsule-ci. Par contre, pour la vidéo que je m'apprête à faire, qui va être d'une certaine durée, là, j'estime au moins 50 minutes, on va utiliser ces notations-là. Donc ça, on va l'appeler oméga pour une forme. Et je vais y dire oméga F pour dire que c'est la forme associée à F. Et pour dire que c'est la forme associée à F, mais qui est une forme, je vais mettre un petit 1 en haut. Donc ça fait un peu lourd, mais en même temps, ça va simplifier parce qu'on va réutiliser ça beaucoup. Donc ça ici, ce serait une oméga F, c'est la forme associée à F, et il s'agit d'une deux formes, donc mettons un petit 2 en haut ici pour le préciser. Donc ça, c'était la première étape de notre récapitulation. Et tout ça ici, on peut appeler ça, c'est juste une correspondance. Je ne sais pas si je peux écrire sur le côté. Je pense que je ne suis pas capable. À moins de tourner ma tablette de bord. Je vais écrire ça. Correspondance. Donc, à un champ vectoriel F, on peut faire correspondre une forme ou une deux formes. Ici, il y a une autre correspondance qui va être utile à avoir. C'est si on se donne une fonction F. Donc, F, c'est une fonction lisse qui va de R3 dans R. Une notation standard dans la littérature aussi, c'est F, c'est infini de R. Donc, ça veut dire une fonction qui est infiniment dérivable de R3 ici. Et là, c'est sous-entendu que ça va dans R. Et ça, on peut faire, en fait, c'est une zéroforme. Et la correspondance avec une zéroforme, en fait, c'est encore une fois sous le dual de Hodge. En fait, les zéroformes et les trois formes, il y a une dualité. Donc, ici, on pourrait juste faire correspondre f dx, dy, dz. Donc là, une fois qu'on a tous ces morceaux-là en place, le jeu qu'on va avoir à faire, ça va être essentiellement, c'est qu'il y a des opérations qu'on peut faire sur les champs vectoriels. On peut prendre le gradient. Donc, je vais écrire gradient. Ça, en fait, c'est pour des fonctions. On peut prendre le gradient produit scalaire. Donc, ça, on va l'appeler div, la divergence. On peut prendre le gradient avec un produit croisé. Donc, ça, c'est le rotationnel. Donc, on a ces trois opérations-là. Puis, on a aussi, en fait, la dérivée extérieure. Et là, c'est de traduire ces trois opérations-là avec la dérivée extérieure et les formes. Donc, on va commencer notre histoire peut-être avec la place la plus simple, les zéroformes. Donc, ici, si je prends une fonction f et que j'y applique, ça je le vois comme une zéroforme, j'y applique la dérivée extérieure. Ça, c'est égal à la dérivée de f par rapport à x dx, la dérivée partielle de f par rapport à y dy, et enfin la dérivée partielle de f par rapport à z dz. Et ça, c'est une forme, mais sous la correspondance en haut ici, on peut prendre une forme, puis on peut lui associer un champ vectoriel. Puis en fait, quel champ vectoriel qu'on peut associer ici de façon naturelle? En fait, ça, c'est le gradient de f. Donc, le gradient de f qui en fait égal à, je pense que je vais être paresseux, je vais recopier ça ici. Et je vais juste, en fait, on change de base. Donc, techniquement, on change d'espace, mais on voit que la bijection est assez naturelle. Donc, ici, on va mettre I. Oups. J. Et, vous l'avez deviné, K. Donc, ici, on a
ça c'est un champ vectoriel. On va l'écrire au complet. Je vais l'écrire CV, mais je vais éviter d'introduire inutilement de notation. Et ça, c'est une forme. Une forme. Puis en fait, qu'est-ce qu'on remarque si on veut l'écrire une notation? C'est que ça, c'est le champ vectoriel. Ou en fait, ça, c'est une forme qui est associée à notre champ de vecteur. Fait que dans le langage qu'on a développé en haut ici, on pourrait écrire que en fait, df, qui est une forme, c'est égal à oméga. Donc, c'est une forme associée à notre champ vectoriel, le gradient de f. Et en fait, on aurait pu associer au gradient de f également une forme. Ah, c'est ça, c'est ça qu'on a fait une forme. On aurait pu l'associer à une deux formes, je veux dire. Donc, c'est pas canonique, c'est toujours un choix. Mais ici, on l'a associé comme ça, donc avec la notation, là, donc le 1 pour dire que c'est une forme, et ça indique le champ vectoriel associé. Et en fait, on peut faire un petit diagramme. On va faire beaucoup de diagrammes aujourd'hui. Donc, le diagramme qu'on a, et en fait, les diagrammes, j'espère, le but de tout ça, c'est que ça va rendre ça très, très clair dans votre tête. Ça va faire du ménage. Donc, je vais pas rajouter aucune nouvelle information dans la vidéo. Je vais vraiment juste ordonner, réorganiser ce que vous savez déjà. Donc, ici, on a ça. Avec le gradient, on peut avoir ça. Avec f, ça ici, je le vois comme une fonction. Donc, je prends le gradient d'une fonction. Ça, c'est dans le monde du calcul. Ici, ça, je le vois comme une zéroforme. Et je prends sa dérivée. Et là, ben, ici, ça, c'est une égalité. Puis, en fait, ici, je lui associe comme ça ici. Dans le fond, je prends une forme et je lui associe un champ vectoriel. Donc ça, c'est notre gradient. Pas notre gradient, mais c'est notre petit diagramme. Je vais peut-être le mettre en couleur. On va revenir, on va peut-être vouloir y revenir avec. Je vais prendre l'autre en haut aussi. Ou pas. Et voilà. Je suis en train de me décider. Donc en vert, je trouve ça cool. Donc ça, c'était la première partie de notre histoire. Je pense pas que vous avez besoin d'un exemple pour celle-là, mais on va faire un exemple pour chacune des étapes qu'on va faire. Donc, tant qu'à faire, je vais faire l'exemple ici qu'on nous donne. Question de rendre ça vraiment clair. Donc, on a une fonction ici. Je vais faire ça peut-être plus vite et je vais aller plus lentement pour les autres exemples. Les exemples, ça sert à fixer les idées. Donc, à ce moment-là, df il est égal à quoi? Dérivée partielle par rapport à x, c'est 2x, y à la 3, z dx. Le dérivé partiel par rapport à y, c'est 3x au carré, y au carré, z dy. Dérivé par rapport à z, ça va être x au carré, y au cube, dz. Et en fait, le gradient de f, donc un champ vectoriel associé à f, ça va tout simplement être, ici on pourrait le voir comme ça. Non, ça c'était pas la bonne composante. Donc là, en ce moment, vous maîtrisez bien cette portion de matière-là, donc je suis certain que vous n'êtes pas en train d'avoir une illumination divine par rapport au nouveau contenu, mais je pense que d'ici la fin de la vidéo, vous devriez avoir quelques moments de « Ah !» et c'est ça mon but. Donc ça, c'en était probablement pas un. Et on voit ici là, la correspondance, en fait, qui est essentiellement donnée par un changement de base. OK. Donc là, la prochaine chose qui va se passer, on va se donner notre champ, ben on se l'est déjà donné. Donc c'est F en haut ici. Donc, je vais peut-être juste le recopier. Donc, on se donne celui-là ici.
Pardonnez-moi. Je comprends pas pourquoi il veut pas. Il n'a pas voulu faire le copier-coller à la bonne place. Bon. Et je pourrais éditer ces petits moments-là dans les vidéos, mais ça me coûte vraiment cher en temps. Donc, vous allez devoir souffrir à me regarder faire ça. Donc, on a notre champ ici. Tout ça juste pour mettre la... Vous répétez ça ici que vous aviez déjà probablement en tête. Et là, on sait que je peux lui associer, en fait, oméga 1, en fait, oméga F1, qui est une forme associée à ça. Donc, je prends les FI, je les mets devant DX1, DX, DY, DZ. Et là, si je prends la dérivée de oméga 1 F, en fait, je ne vais même pas mettre de parenthèse. Donc là, oméga F1, si vous voulez, je pense que vous l'avez en tête, là, c'est la 1 forme associée. Donc, c'est celle-là ici que je parle. Si je dérive ça c'était dans votre devoir, c'est ce que vous aviez montré. La dérivée de ça, c'est égal, en fait, chacune des composantes, ça va te donner une 2 formes, ou est-ce que chacune des composantes, ça va être égal au rotationnel. Donc, je vais répéter ça. Vous prenez la dérivée de ça ici, donc la dérivée de oméga f de 1, ça va vous donner quelque chose qui est de cette forme-là ici, une 2 formes, où est-ce que les f, ils vont être chacune des composantes du rotationnel. Et là, ça c'est une 2 formes, mais si vous associez à cette 2 formes-là un champ vectoriel, ben, ce champ vectoriel-là, en fait, je vais l'appeler E, ça va être égal au rotationnel de F. Donc, en fait, si on veut capturer ça dans une ligne avec notre notation, j'enlève ça ici parce que sinon on va plus se retrouver. Ce qu'on a, c'est que ça, on peut dire que c'est égal au champ vectoriel associé au rotationnel de F, 2. Donc là, je répète parce que c'est la nouvelle notation. Oméga 2, ça veut dire que c'est une 2 formes, et c'est la 2 formes associée au champ vectoriel qui est le rotationnel de F. Donc chacune des composantes devant les parties de la 2 formes, c'est les composantes de notre champ vectoriel, et notre champ vectoriel ici, c'est le rotationnel de F. Donc, ouais, c'est ça. Donc ici, j'ai pris F, un champ vectoriel, je lui ai associé une forme, et là, j'ai dérivé cette forme-là. En fait, je pense que c'est l'heure du graphe. C'est l'heure du diagramme, pardon. Donc, c'est ça, on va voir ça plus clairement. Donc, je vais faire mon diagramme en bleu. Je vais faire ça ici. Donc, on a F qui est un champ vectoriel. Je peux prendre son rotationnel. J'ai aussi ici, je peux décider de lui associer une forme. Donc, j'associe une forme à F. Et là, je peux dériver une forme-là. Ça me donne, je vais l'écrire comme ça, D, ou même j'écris directement le résultat qu'on a obtenu ici. Ça me donne une 2 formes, mais c'est la 2 formes associée au rotationnel. Et ici, l'ordre des flèches, comme ça c'est parce que c'est les choix. Donc, c'est important de s'en rendre compte. Ici, ce qui se passe, c'est que j'ai pris F, je l'ai dérivé, ça me donne une forme. Et cette forme-là, je lui associe un champ vectoriel. Et c'est vraiment un choix. Genre, c'est pas... c'est l'être humain qui décide, si vous voulez. C'est pas une transformation canonique. Ici, je suis parti d'abord d'un champ vectoriel. Je lui associe une forme. J'aurais pu décider de lui associer directement au lieu de lui. J'aurais pu mettre F2. J'aurais pu faire ça. Et on va le faire bientôt d'ailleurs. Mais là, j'y donne... Oups.
j'y donne une forme. Là, si je dérive, j'obtiens une deux formes. Et cette deux formes-là, je lui associe un champ vectoriel en prenant chacune de ces composantes qui sont devant des x, des y, des y, des z, etc. Je prends chacune des trois composantes puis je forme un champ vectoriel avec ça. Donc, c'est un peu arbitraire, mais ça me donne le rotationnel de f. Et ici, on va peut-être se faire un exemple. Quoique je pense qu'avec votre devoir, ça commence à être assez clair. Mais on se prend peut-être faire un exemple en rose avant de recommencer. Ou pas. Je vais garder mon rose pour mon troisième diagramme. C'est genre des diagrammes de plein de couleurs. F. Donc, comme vous voyez, là, j'y vais, en anglais, ils disent wing it. J'y vais un peu. J'ai pas mis des millions d'heures de réflexion là-dedans. Donc là, j'y vais avec ma notation à moi. On laisse tomber les JK. C'est un champ vectoriel quand même. Et je vais lui associer une forme. Donc, je vais faire ça comme ça. Je vais écrire ça. On a. Donc, ça a une forme, évidemment, c'est XY, DY, YZ, DY. Je vais refaire mon Z, je ne le trouve pas très sexy. Et finalement, X au carré, DZ. Et là, si je dérive ça, qu'est-ce que j'obtiens? Là, ici, c'est ça, je ne pense pas que c'est pertinent de faire tous les calculs. Quoique ça peut être bon pour vous de vous en convaincre vraiment. Là. Donc, s'il y en a qui veulent faire un petit calcul de rotationnel ici, ça va vous prendre 5 ou 10 minutes. Ça va réchauffer vos neurones. Et ça va peut-être permettre de... Quand on fait les choses, là, on met les mains dans le moteur. Souvent, on enregistre mieux. Donc là, si vous faites le calcul de ça, ça vous donne ça. Ça peut même être un petit exercice de dérivation. Ah, pardon, mon CTRL-Z ne marche plus. OK. Et en fait, si vous aviez calculé le rotationnel aussi directement à partir de ça, ce que vous obtenez, bon. C'est en fait ça ici, là, bien entendu. Ici, il manque le moins. Donc, c'est ça ici. Donc, ici, il reste des petits calculs à faire. Je n'ai pas développé. Ça pourrait être, c'est ça que je viens de dire, ça pourrait être intéressant pour vous de le faire. Mais ça vous donne là, un exemple concret avec à mettre la main à la pâte là, si vous voulez confirmer ça. Donc ça, c'est notre petit diagramme ici. On prend un champ vectoriel, on lui associe une forme, on dérive, on obtient deux formes. Et ces deux formes-là, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les composants du rotationnel de F. Et le rotationnel, c'est un champ vectoriel. Donc, c'est ça le petit jeu là, qui se passe. Et là, on continue encore. On prend le même champ vectoriel F. Donc, F1, F2, F3. Celui-là qui est ici. Je vais essayer de faire un copy-paste avec plus de succès cette fois-ci. Je sais pas, j'aimerais ça qu'ils mettent. Ah, c'est ça, il ne le met pas ce que je veux. Bon. Et là, maintenant, je lui associe pas une forme, je lui associe deux formes. Donc, je peux lui associer F, la forme associée à F, mais la deux formes. Et là, qu'est-ce que vous avez vu? C'est que si vous dérivez cette deux formes-là, vous obtenez, en fait, donc là, je suis en train d'écrire la divergence de F. Et je pourrais écrire ça de façon plus succincte, en fait. Et là, ben, c'est maintenant que notre correspondance entre les zéro formes et les trois formes va nous aider. Donc, autrement dit, entre les fonctions et les trois formes, on avait vu
ça paraissait peut-être un peu bizarre de l'écrire comme ça au tout début, mais on avait vu ici que si je prends f, je peux lui associer ça ici. Donc, j'ai une 3, dans le fond, autrement dit, j'ai une fonction devant une forme volume et je peux juste prendre la fonction. Donc, si on fait ça, on se retrouve exactement avec la divergence de f comme fonction ici. Donc, si j'enlève, si je lui associe la fonction. Donc, dans le graphique, qu'est-ce qui va se passer? Ça va ressembler à ça. J'ai un champ vectoriel f. J'avais dit que je le ferai en rose. Allons-y pour le rose. Donc, en fait, je pense que c'est la couleur qui paraît le mieux avec le vert sur mon fond d'écran. Donc ici, on prend la divergence de mon champ vectoriel et ça me donne une fonction scalaire. F, div f. Ici, je peux faire le choix aussi, puis c'est ça qu'on dit parce que c'est un choix. J'aurais pu associer une forme ou une deux formes. Si je l'associe la deux formes ici, je peux prendre la différentielle, la dérivée extérieure. Et là, ça, à ce moment-là, ça me donne et là, je peux lui associer diff f. Ça ici, on pourrait aussi dire que c'est en notation. Je vais l'écrire à côté. J'avais introduit la notation, je ne l'ai pas utilisé encore. Peut-être en orange. Je disais que si j'avais une fonction, je peux lui associer une 3 forme. Donc, je mets la fonction en bas et je mets un 3 en haut. Donc, avec cette notation-là, ça ici, ça devient égal à div f 3. Donc, toute cette notation-là n'est pas extrêmement importante. Je ne pense pas qu'elle est très standard dans la littérature. Je pense que ça a vraiment été développé dans le livre que j'ai utilisé ici. Et en fait, c'est vraiment juste pour avoir des notations là, pour être capable de dire qu'est-ce qu'on veut dire. Donc, au lieu de dire, on peut dire toujours la 2 formes associées à un champ vectoriel ou la 3 formes associées à une fonction scalaire. Donc, c'est juste des façons compactes de l'écrire. Des fois, ça nous aide à fixer les idées et à bien les comprendre. Donc, enfin, un petit exemple pour celui-ci ici. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne comme exemple? On prend f est égal à xy, yz, x au carré, et on lui associe la 2 formes qui est celui-là. Donc, à ce moment-là, ça c'est xy, je pense dy, dz le premier, plus yz, dx, dz, plus x au carré, et là, ça c'est dy, dx wedge dy. Si vous calculez la dérivée extérieure de ces deux formes-là, vous obtenez y plus z dx dy dz. Et sans surprise, si vous calculez la divergence directement à partir de sa définition et à partir du champ vectoriel f, vous allez obtenir y plus z. Je pourrais utiliser la notation, peut-être celle qu'on a plus employée. Donc ça, c'est la fin de l'histoire pour la divergence. Je vous encourage peut-être à travailler l'exemple ici puis à faire les calculs. Ça peut, encore une fois, vous aider à mettre ça bien au clair dans votre cerveau en mettant la main à la pâte. Donc, en résumé, on a les 3 diagrammes suivants. Donc, j'ai mis sur pause pendant que je suis allé les recopier pour vous. Vous avez 3 beaux diagrammes en couleur ici. Ça peut être intéressant de les avoir là, sur un petit morceau de papier pendant que vous allez faire, je ne sais pas, les exercices qui vous restent
à faire pour votre cours, votre examen par exemple. Ça pourrait être pertinent, je ne sais pas. Et là, en fait, on a résumé, ça c'était votre exercice 5 du devoir essentiellement. Il y a les résultats. Il reste un résultat qu'on peut expliquer aussi en diagramme. Un résultat de votre devoir, donc D au carré de oméga, des fois on l'écrit juste de même, de n'importe quelle forme, est égal à 0. Donc ça, c'est un résultat qu'on peut montrer de façon condensée avec les diagrammes. C'est ce que je vais faire là. Et après, je vais voir si je peux pas essayer de résumer en fait le TP de la semaine passée. Donc, théorème de Stokes généralisé en diagramme. Donc, je viens d'aller relire en fait le manuel. Je ne vais pas démontrer cette identité-là. Ça, c'est pas un truc de diagramme, c'est juste un truc de calcul. On calcule, on développe, puis là, les dérivées secondes font en sorte que ça s'annule. Donc, c'est pas ça que je voulais faire. En fait, ce que je veux faire, c'est utiliser ce petit résultat-là pour démontrer deux autres résultats qu'on a. Donc, on avait vu que si on prenait le rotationnel d'une fonction gradient, ça c'est égal à 0. Donc on avait vu ça en disant que, en fait, les fonctions potentielles, donc ici si on recule un petit peu l'histoire, si j'ai une fonction g et que elle a un potentiel, donc dans le fond que g est conservatrice, à ce moment-là, on avait vu qu'il n'y avait pas de rotationnel. Donc, il y a des raisons géométriques pour ça. Puis, en fait, c'est très facile. Si vous faites des petites recherches sur YouTube, il y a plein de vidéos, notamment chez Khan Academy en tête, qui va vous expliquer là, avec des belles images pourquoi, c'est quoi le rotationnel, la divergence et les liens avec les potentiels. Donc, ça, c'est les champs conservateurs sont irrotationnels. Et l'autre que vous aviez vu, en fait, c'était que la divergence d'un rotationnel est égale à 0. Donc, si je prends un champ vectoriel, que je prends son rotationnel, bien, le rotationnel d'un champ vectoriel n'a aucune divergence. Autrement dit, ça c'est, on prend un champ vectoriel, on en construit un autre qui nous indique un peu comment que le premier se comportait. Dans le fond, il nous aide à déterminer sa rotation. S'il y a des points autour duquel il y a comme des remous, des tourbillons. Et en fait, la divergence, ça nous donne s'il y a des points où est-ce qu'il y a s'il y a une divergence négative, il y a des points d'accumulation, donc ça converge un peu vers ces points-là, ou des points qui repoussent, c'est quand tu as une divergence positive, ça veut dire que il y a des points qui éloignent les autres, que le champ vectoriel éloigne en général les points de ces points-là. Donc ça, on en a discuté un peu déjà, mais autrement dit, ça nous dit que les champs rotationnels d'un champ vectoriel, ils n'ont pas de point de divergence ou de convergence, si vous voulez. Donc, c'est deux résultats très plausibles. En fait, ils sont vrais, ils ne sont pas juste plausibles, mais je veux dire, intuitivement, si on y réfléchit, ça peut être quelque chose qui fait du sens là, avant même d'essayer de démontrer de façon algébrique. Et là, la première identité, on peut faire un diagramme. Donc, je vais démontrer ça ici avec un diagramme en rouge. Je n'ai pas encore de rouge. Et voilà. Donc, le diagramme, c'est le suivant. On prend une fonction toute simple. On calcule son gradient. Donc, ça nous donne un champ vectoriel. Et après ça, une fois qu'on a ce champ vectoriel-là, on peut prendre son rotationnel. Donc, on prend le rotationnel de ce champ vectoriel-là.
Et là, on veut démontrer que c'est 0 et on peut le faire, dans le fond, pour démontrer que ça c'est 0, ça a été fait historiquement avant le langage des formes. Mais avec le langage des formes, en fait, on peut faire une preuve assez simple. Donc ici, on a une égalité. On prend f qu'on voit maintenant comme une zéroforme. On prend la dérivée une fois. Ça me donne df. Avec le diagramme juste en haut ici, là, je vois que je peux, à une forme, je peux lui associer un champ vectoriel. Dans le fond, il suffit que je voie ça comme une forme associée au champ vectoriel gradient de f. Je peux appliquer la dérivée encore. Et on sait que la dérivée d'une forme, ça va nous donner, en fait, les composantes, ça va être le rotationnel. Donc ici, je vais noter en fait d au carré. Et donc, je peux lui associer son rotationnel. Donc, ça ici, c'est la deux formes associées au rotationnel du champ vectoriel gradient de f. Mais ça, c'est égal à 0. Donc, dans le fond, ça, c'est comme deux formes. Je vais faire un petit dessin, là, mais vous avez 0, dy, dz, plus 0. Ça, c'est les composantes. On sait que chacune de ces composantes-là, ils sont nécessairement égales. Vous l'avez montré dans votre... vous avez fait le calcul là, dans votre devoir, mais ça serait par exemple... c'est un peu lourd comme notation, là, parce que d'habitude, dans votre devoir, c'était E, par exemple, ou F. Mais ça, fois JI. Puis là, la deuxième composante ici, c'était celui-là. Je vais parler en dessous de ma webcam. Fois J. Et là, la même chose pour le dernier qui est ici, là. Fait que dans le fond, ça, vous l'avez montré. Donc, c'est ce résultat-là qu'on utilise. Donc, j'utilise le fait que ça soit la deux formes associées au rotationnel du gradient de f. C'est un résultat que je ne suis pas en train de démontrer. Donc, j'utilise des résultats que je résume dans des petits diagrammes qui capturent tout. Et c'est ça qui se passe. Donc, c'est pour ça que ça, c'est égal à 0. Donc, que cette égalité-là, elle est vraie. Là, je vais faire un diagramme semblable pour l'autre. Je vais juste tasser celui-ci une petite affaire. Je vais faire l'autre. Quelle couleur qu'on n'a pas? On n'a pas de diagramme jaune. Allons-y pour du jaune. Donc, le diagramme, c'est le suivant. On a un champ vectoriel F. On peut prendre son rotationnel. Ça, c'est un champ vectoriel. Et à n'importe quel champ vectoriel, on a le droit de vérifier sa divergence. Donc, on peut prendre sa divergence et à ce moment-là, on note ça comme ça. D'autre part, notre champ vectoriel, on peut lui associer une forme. Donc, je l'ai noté comme ça. C'est une forme associée au champ vectoriel F. Je peux prendre sa dérivée. Ici, dans le fond, on est comme en train de recopier, coller ces deux diagrammes-là ensemble d'une certaine façon. Donc ici, je sais que la dérivée de ça, ça donne exactement la deux formes associées au gradient, au rotationnel de f. Donc ça ici, c'est égal à la deux formes associées au gradient de f. Donc je peux lui associer ça. Finalement, je dérive encore. Donc j'ai d au carré. Et là, j'utilise le fait que d au carré est égal à 0. J'utilise également le fait que d au carré, en fait, c'est égal à la 3 formes associées à la fonction
divergence. Donc, je vais l'écrire comme ça. 3 en haut, et ça va être div de rotationnel de f. Ici, je ne l'ai pas écrit, là. On en avait parlé, mais ça, c'est égal, justement, je l'ai... Et ben là, ça, je lui associe ça. On a une bijection entre les deux. Oups, j'ai pas tout à fait le même genre, on dirait. Voilà, donc on a une bijection entre les deux. Et donc ça me permet de conclure que lui ici, c'est 0. Donc ça, c'est check. Donc on est maintenant rendu avec 5 beaux diagrammes. Je ne sais pas s'il rentre dans une page sans être sur ma webcam. Et voilà. Et je crois que je suis arrivé au bout de tout ce que j'avais à vous raconter. Donc là, vous avez devant vous là, essentiellement tous les différents résultats, traduction de dictionnaire entre les deux. J'avais dit que je parlerais du théorème de Stokes, mais finalement, c'est pas vrai, j'avais rien à dire là-dessus. Fait que dans le fond, juste pour pas être complètement un menteur, je vais prendre la couleur qui n'est pas encore à l'image, à l'écran. Et je vais en orange écrire le théorème de Stokes ici, dans sa forme la plus vague. Là, j'ai vu que vous avez vu c'était quoi les variétés. Vagues, je devrais dire abstraites plutôt. Donc, l'intégrale d'une forme oméga. Et ici, je vais utiliser x pour variété. Souvent, c'est m en vérité pour manifold. Puis manifold, en fait, ça veut dire simplement variété. En fait, petit gag, mais souvent je lisais des livres de Kant. Puis Kant utilise le terme manifold dans les traductions en anglais. Et je n'étais pas certain de ce qu'il voulait dire. Mais j'ai compris, parce qu'en mathématiques, on traduit manifold par variété. Puis dans le fond, lui, c'était des manifold of perception. Donc, en fait, ça voulait juste dire un phénomène, n'importe quoi, une variété de ta perception. Et bon, c'est ça. Donc, les mathématiques m'ont aidé à comprendre la philo. Ici, c'était l'intégrale d'une forme sur une variété x. Dans le fond, j'aimerais ça, je pense que je vais le faire vu que ça me tente de le faire. Dans les notes, il a choisi x. C'est aussi très standard, là, prendre x et y pour des variétés. Il n'y a absolument aucun mal à ça. Mais je vais prendre m. Et ce qu'on a, en fait, je suis en train de me rendre compte que je ne l'écris pas comme du monde. Mon truc pour m'en rappeler, c'est qu'il y a une dérivée d'un bord, il n'y a pas de dérivée de l'autre bord. Donc, en fait, il faut si tu intègres une variété qui est sur le bord, donc on peut penser au théorème de Stokes, si tu intègres un champ vectoriel sur une courbe. Donc, ici, de façon plus générale, au lieu d'être une courbe qui est le bord d'une surface, tu intègres une forme sur le bord d'une variété. Donc, on peut penser à variété, un sous-ensemble avec certaines propriétés pour pas que ce soit un ensemble trop bizarre. Donc, par exemple, on ne peut pas mettre de structure de variété sur l'ensemble de Cantor. Ici, je vais prendre la différentielle extérieure d'oméga et j'intègre sur m. Donc, dans notre langage à nous, ici, on avait plutôt l'intégrale de une forme d lambda sur c. Là, je l'écris de l'autre bord, en fait. Je devrais peut-être garder de même côté. Est égal à l'intégrale sur S, si S est la surface dont le bord c'est C, puis il y a des conditions d'orientation qu'on a jasé aussi, mais on peut intégrer ça directement. Non, je suis encore en train d'écrire en l'envers. Donc, si vous êtes comme moi, il va vous mélanger. Dans le fond, je vois que le D, tu le passes là. Donc, le D, il s'en vient là. Ça, c'est un dérivé partiel, si vous voulez. Donc, vous mettez la dérivée en haut.
Ou si vous êtes de ce côté-là, vous descendez la dérivée, vous prenez le bord de la variété et le D est rendu là et vous n'avez plus de D ici. Donc c'est mon petit truc à moi. Évidemment, ça ne marche pas parce que je me trompe encore. Et voilà. Donc là, c'est vraiment tout ce que j'avais à dire. C'est juste ça que je vais mettre, là, faire un beau tableau avec tous nos résultats. Donc, salut!